La Maison des Secrets, tome 2, le livre des sorts, chapitre 7. Cette nuit-là, comme d'habitude, Horatio se roula en boule au pied du lit. Hervé, qui fleurait bon le shampoing pour chat, se dirigea vers la chambre rose afin de surveiller l'entrée du grenier. Monsieur et Madame Dunwoodie passèrent souhaiter une bonne nuit à Olive. Puis les lumières s'éteignirent dans le couloir et la maison se trouva plongée dans l'obscurité et le repos. La tête sur l'oreiller, Hershey sur le menton, Olive écouta les craquements et les grondements de la vieille demeure. De petites branches cognaient aux vitres. Tout cela lui était familier désormais. Dans sa chambre, elle se sentait presque en sécurité, même au cœur de la nuit. Mais elle sentait que la maison, contrairement à ses parents, ne dormait jamais. Elle était toujours réveillée, aux aguets. Olive n'était pas sûre de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose, si la maison la plongeait, la protégeait ou la surveillait. Immobile dans son lit, elle se répéta les paroles de chansons gaies pour rester éveillée. Après avoir chanté Dansons la Carmagnole plus d'une vingtaine de fois, elle cessa de compter à la 13e reprise. Elle s'assit lentement. Son regard se perdit dans l'obscurité au-dessus de Hershey. Elle avait un plan. Elle allait reconquérir l'amitié de Morton et, si son instinct ne la trompait pas, trouver le grimoire par la même occasion. La pièce était très calme. Horatio gisait, inerte, comme une peluche. Même la pâlure des lampadaires s'estompait dans la rue endormie. Olive se glissa hors de son lit, en faisant bien attention d'éviter le gros charreau, qui n'eut pas le moindre réaction. Le sol était froid, mais, comme toujours, aucune de ces 6 paires de pantoufles n'était rangée à sa place au pied du lit. Elle se colla hors de la chambre, dans le couloir. Le parquet craqua lorsqu'elle passa devant le tableau des fruits étranges et celui de l'église isolée. Elle pressa le pas devant les portes ouvertes sur le noir de la salle de bain et de la chambre d'amis, évitant de penser à quelqu'un prêt à bondir, à des voix chuchotant son nom dans l'ombre. Mais ce n'était pas possible. Quand elle arriva au rez-de-chaussée, elle courait presque. Elle traversa le couloir comme une flèche pour s'engouffrer dans la chambre rose. Hervé était endormi sur une chaise devant le tableau du vieil aqueduc, qui était en réalité la porte du grenier. Sa tête pendait mollement dans le vide. Très doucement, elle lui tapota une patte. Hervé se redressa. « La flotte royale attend vos ordres, votre majesté, » déclara-t-il. « Chut, Hervé, j'ai besoin de toi. Je sais peut-être où trouver ce que je cherche. » Elle plongea ses yeux dans ceux du chat. « Tu veux bien m'aider ? » « J'ai peur que vous ne fassiez erreur sur la personne, votre majesté, » dit Hervé, se redressant sur le siège, rembourré avant de faire une révérence. « Peut-être ne me reconnaissez-vous pas, après ces longs mois passés en mer. C'est moi, Raleigh, Sir Walter Raleigh, à votre service. »
Ok, Sir... comment déjà? Sir Walter Raleigh, explorateur, écrivain, soldat et homme accompli de la Renaissance. Ok, Sir Walter Raleigh, dit Olive. Mais nous devons rester vraiment calmes. Personne ne doit se douter de cette mission. Vous êtes le seul à qui j'ai confiance. Le chat acquiesça avec bonheur. Très bien, souffla Olive. Allons dans le couloir. Nous allons traverser le tableau de Linda Street et rejoindre Morton. Ah oui, ce bon messire taille d'oreiller s'excita Hervé. Nous passerons les récits pour rejoindre notre camarade. Bien sûr, tu ouvres la marche, je serai juste derrière toi. S'enroulant dans une cape imaginaire, Hervé sauta de la chaise et fila vers la porte. Olive le suivit à pas de loup. Devant le tableau, il lui offrit également sa queue. Ensemble, ils escaladèrent tant bien que mal le cadre et tombèrent dans le champ brumeux. Morton était assis devant la maison voisine qui, dans le monde d'Olive, appartenait à Madame de Way. Il arrachait des tulipes blanches et les jetait en l'air, où elles tourbillonnaient comme des bâtons de majorette. Puis elles filaient droit vers le sol, bulbe en avant, et se replantaient d'elles-mêmes. « Morton, que fais-tu » demanda Olive en arrivant à sa hauteur. Le regard qu'il lui lança était explicite. La question n'appelait pas de réponse. Il arracha une tulipe. « Où sont tes amis » Il haussa les épaules. « Par là, peut-être chez eux, avec leur famille. » Il jeta la tulipe en l'air. Elle fit 2 tours sur elle-même et revint se ficher dans le sol. Telle une fléchette, Olive faillit lui demander si leur famille aussi était invisible. Mais en voyant sa tête, elle préféra s'abstenir et s'accouprit sur l'herbe. « Dis Morton, tu te souviens de ce livre dont on parlait ?» Morton arracha une nouvelle fleur sans répondre. « Si je mets la main dessus, je pourrais trouver un moyen de te ramener à la maison. » Il lui lança un regard au coin. « Ma vraie maison ?» Oui. Si Marc Martin avait un grimoire, il le rangeait sans doute dans un endroit magique. Je pense que le livre est caché dans un tableau quelque part dans cette maison. La face de l'une de Morton semblait sceptique. Peut-être. Alors, dit Olive en prenant l'air dégagé, tu veux bien chercher avec moi? Oh, fit Morton sur le même ton. Pourquoi pas, oui. Excellent, se réjouit Hervé. Un accord a été trouvé entre la bonne reine Bess et le noble messire taille d'oreiller. Et maintenant, en avant, à la découverte des colonies. Il s'élança dans la rue à toute vitesse. Morton et Olive peinant à le suivre. Une fois qu'ils eurent retraversé le tableau, ils hésitèrent un moment. Dans le couloir sombre, face aux portes ouvertes sur l'obscurité. « On commence par où ?» murmura finalement Morton. Olive ferma les yeux. Elle pensa au livre. Elle se le représentait avec une couverture noire, brune, rouge ou verte. Elle imaginait le contact du papier. Les pages étaient peut-être lourdes et douces
comme du tissu, ou fines, délicates et presque transparentes. Faciles à froisser, comme du papier de soie. Tout doucement, quelque chose dans la maison se mit à la guider. Cela sentait des murs, clapotait sur le parquet, remontant en vaguelettes jusque sous ses pieds nus. Elle se tourna dans la bonne direction, comme une flèche de compas. Ce n'est pas au rez-de-chaussée. Démarrons plutôt ici, murmura-t-elle. Ils se faufilèrent dans le couloir. Hervé tenait à rester en tête, alors même qu'il ignorait où ils allaient. Olive et Morton le suivaient sur la pointe des pieds, marchant chacun sur l'ombre de l'autre. Ils entrèrent d'abord dans la salle de bain des invités, où il n'y avait qu'une petite toile. Olive agrippa la queue d'Hervé. Morton saisit la main d'Olive. Ils entrèrent tous les trois dans le tableau. À l'intérieur, les femmes, qui plongeaient perpétuellement un orteil dans une baignoire ancienne, poussaient un petit cri. Quand un chat bariolé et des enfants en pyjama atterrirent sur son carrelage. Elle se laissa tomber dans l'eau, serviette comprise. Pardonnez-nous, gentes dames, mais nous devons inspecter votre salle d'eau pour la gloire de l'Angleterre, dit Hervé, grand prince. Quoi? Fit la femme. Olive regarda sous la baignoire. Morton inspecta les recoins. La pièce était petite et dépouillée. Ils en firent vite le tour. Quelques secondes plus tard, les trois explorateurs escaladaient les quatre en sens inverse, abandonnant la dame trempée qui soupirait rageusement. Pas de livre ici. Allons voir dans la chambre bleue, chuchota Olive. La pièce était sombre et sinistre, pleine à craquer de porte-chapeaux, de meubles à chaussures, de commodes massives qui grinçaient. Sur un mur, le tableau d'une salle de bain, des couples en tenue de soirée valsaient au son d'un orchestre. Mais lorsque Hervé, Olive et Morton déboulèrent dans le cadre, tous les personnages s'immobilisèrent. Quelques couacs retentirent au fur et à mesure que les musiciens s'interrompaient de jouer bouche bée. Allons, détendez-vous, braves gens, dit Hervé avec un geste magnanime. Évidemment, vous êtes abasourdis par la présence du grand Sir Walter Raleigh et de la splendidissime reine Élisabeth. Il désigna Olive qui, mal à l'aise, rajusta son pyjama décoré de pingouins. Hervé jeta un coup d'œil derrière lui aux enfants et leur souffla. Ces voyous ne savent pas s'incliner devant leur reine. Faut-il leur couper la tête, votre majesté? Olive secoua énergiquement la tête. Excusez-moi. Mais auriez-vous vu un livre dans cette pièce? Demanda-t-elle. Tous les yeux peints se braquèrent sur elle. Un murmure parcourut la foule. Oui, moi, cria un homme en tendant les bras. Mais le livre en question n'était que le gros volume de partitions posé sur le piano. Moi aussi, cria quelqu'un d'autre, mais il parlait du même ouvrage. Tout le monde s'y mit, clamant qu'ils avaient aussi vu ce livre. « Ok !» cria Olive, pour couvrir la cacophonie. « Auriez-vous vu un autre livre ?»
autre que celui-ci? Il y eut quelques marmonnements, mais personne ne prit la parole. Bon. Merci pour votre aide. Jiminy, murmura Morton en atterrissant sur le tapis de la chambre bleue. Ces gens n'étaient pas très malins. Vous parlez d'or, messire Taille d'Oreiller, opina Hervé. Ce ne sont que des personnages, dit Olive. Ils ne sont jamais sortis de cette pièce. Je suis sûre qu'ils n'ont jamais besoin de se creuser les méninges. Morton fixait ses orteils en silence. Olive essaya de se rattraper. Pas comme toi, ni comme les gens d'Aldous, à emprisonner dans les tableaux. Vous étiez vrai avant. Vous n'étiez pas... Enfin, je veux dire, vous n'avez pas toujours été juste... Enfin. Mais Morton boudait toujours, et se dirigeait déjà d'un air digne vers la grande armoire cirée. Morton, le supplia Olive. Il l'ignora, entra dans l'armoire et claqua la porte après lui. Olive prit une profonde inspiration. Ses parents l'avaient-ils entendu? Elle échangea un regard complice avec Harry. Je compte m'assurer que les vaisseaux ennemis n'ont pas pénétré dans le détroit, Votre Majesté, chuchota le chat avant de filer dans le couloir. Morton, dit Olive à l'armoire, sors de là. Pas de réponse. L'armoire semblait réfléchir. Puis une voix étouffée se fit entendre. Pourquoi je ne resterai pas ici? Si le vieux est parti, comment se fait-il que nous ne soyons pas tous ressortis? Morton, tu n'es pas vivant, expliqua Olive. Plus maintenant. Comme l'armoire ne protestait pas, elle poursuivit. Les gens se rendraient compte que tu ne vieillis pas, que ta peau est bizarre, que tu ne manges jamais, et la lumière vive te brûle. Tu ne serais pas en sécurité ici. Je pourrais rester dans l'armoire, souffla Morton. Ou alors tous les gens du tableau pourraient vivre ici avec toi. Olive essaya d'imaginer la scène. Je ne crois pas que ça marcherait. Mes parents en parleraient à tous les scientifiques de l'université. Ils voudraient faire des expériences sur vous. Vous disséquer, reproduire votre ADN pour vous cloner et tout ça. L'armoire restait parfaitement silencieuse. Olive se pencha vers la porte. « Morton !» fit-elle de sa voix la plus douce. « Je... » Mais celui-ci l'interrompit. « Il y a un tableau là-dedans. » Qui accrocherait un tableau dans une armoire? Fit Olive, sourcils froncés. Il est juste posé. Je le sens. Viens voir. La porte s'ouvrit. Morton apparut, repoussant sur le côté de vieux manteaux moisis, et pointant du doigt le fond de l'armoire. Là, dans un coin, un cadre doré brillait doucement, éclairé par un froid rayon de lune. Ils sortirent le tableau dans la chambre et s'agenouillèrent pour l'examiner. Il représentait un château en ruine, dont les murailles s'écroulaient sous un ciel nocturne. « Tu crois que c'est l'un des siens ?» murmura Morton. « On va s'en assurer tout de suite, » dit Olive d'une voix basse. Aussi, tandis qu'Hervé revenait, en se pavanant, leur annonçait que la route était libre. Peu après, ils se retrouvèrent de l'autre côté du cadre, par une nuit fraîche, humide, au parfum de mousse.
C'était bien tableau d'Aldous. Et Olive ne l'avait encore jamais exploré. Ils s'avancèrent précautionneusement sur les dalles mousseux qui menaient aux douves. Depuis combien de temps était-il dans l'armoire? Qui l'avait mis là, dans un endroit où personne ne pourrait le voir? Le trio s'arrêta devant le pont-levé. Hervé jeta un œil aux vieilles pierres éboulées et secoua la tête tristement. Les années n'ont pas épargné le château de Windsor. Je ne crois pas que ce soit, fit Olive. Mais Hervé s'était déjà engagé sur le pont-levé. Morton sur ses talons. Olive les suivit, en titubant sur les planches glissantes. À l'intérieur, une vaste cour pavée à ciel ouvert. S'il y avait jamais eu un toit, il avait disparu depuis longtemps. Au-dessus des créneaux en ruine, un ciel obscur s'étendait, semé d'étoiles argentées, imperturbable. Ah, quel souvenir grandiose habite ces murs même à l'abandon, criait Hervé en se lançant sur les pavés. Quel apparat! Quel duel! Quelle exécution! Alors qu'Hervé caracolait vers le parapet, pendu dans ses heureux souvenirs, Olive et Morton inspectèrent les sombres recoins de la cour. Pas de trace du livre si précieux. Ce grand espace vide, sans toit, au milieu d'un grand château désert, n'avait vraiment rien de la cachette idéale. Il n'est pas ici, c'est sûr, soupira Olive. Une dalle qu'elle avait poussée se remit en place toute seule. Sir Walter Raleigh, il est temps d'y aller. Au moment où les enfants repartirent vers le pont-levé, Olive crut entendre un bruit derrière eux, comme un galet ricochant sur les dalles. Une seconde plus tard, elle entendit le léger cliquetis du caillou regagnant sa place. « Hervé, c'est toi ?» dit-elle. Les yeux verts du chat clignèrent près de sa jambe. « Non, votre majesté. Ne reconnaissez-vous pas Sir Walter Raleigh, votre loyal serviteur ? Je veux dire, ce bruit, c'était toi ? Quel bruit, votre majesté ? Je n'entends rien, votre majesté, dit Hervé. Moi non plus, majesté, fit Morton. Olive lui lança un regard noir. Merci, messire taille d'oreiller, dit-elle. Allons fouiller une autre chambre. Hervé ouvrit la voie. Morton et Olive s'empressèrent de le suivre. Ils passèrent le pont-levis pour retrouver la plaine moussue. Olive jeta un dernier coup d'œil au château, qui se découpait dans la nuit obscure et muette. Bientôt, ils escaladèrent le cadre, remirent le tableau dans l'armoire et fermèrent la porte. Ici ou là, dans le couloir désert, des rayons de lune argentaient les murs. Le trio s'y faufila jusqu'à la chambre lavande. À une époque, la préférée d'Olive, elle était si parfumée, délicate et jolie, tout comme Annabelle. Mais à présent, son portrait pendait, vide, au-dessus de la commode,
tel un souvenir menaçant. Aucune des chambres n'amie n'était utilisée par les Dunwoody. Mais aucune n'était aussi froide et déserte que celle-ci. C'était comme si le soleil n'y entrait jamais. Hervé bondit sur la commode. Olive, agrippée à sa queue, Morton, tenant fermement la cheville d'Olive, ils se glissèrent dans le cadre et atterrirent à la queue leu sur un sofa moelleux. C'est ici qu'Annabelle McMartin a posé pour son portrait, dans sa jeunesse, expliqua Olive, chuchotant, sans trop savoir pourquoi. C'est le salon du bas. C'était il y a très longtemps. Non sans hésitation, elle descendit du sofa, se dirigea vers la table à thé, où le service était au complet. Tasses, soucoupes, pyramides de sucre. Les tasses, pleines d'Annabelle, n'avaient pas bougé. Olive frôla la porcelaine délicate. Elle était chaude. Réprimant un frisson, elle étudia la pièce. On s'attendait à voir Annabelle apparaître d'un instant à l'autre. Avec ses beaux cheveux bruns, son rang de perles, sa voix moelleuse. Olive sentait presque le contact glacial de ses doigts. Elle se tourna vers Morton, qui faisait très lentement un tour sur lui-même, comme une ballerine dans une boîte à bijoux. Je suis déjà venue ici. Pas dans le tableau, dans la vraie vie. Il s'éloigna vers la droite. Olive contourna la table, où Hervé s'escrimait avec le couteau à beurre, et se mit à regarder sous les meubles. Rien. Sur les étagères, il n'y avait que des bibelots délicats, de petites vases, des coquillages, des souvenirs chichiteux. Juste pour voir, elle essaya d'ouvrir les portes. Elles avaient été peintes fermées. Les gonds n'étaient pas poissés ou collés par la peinture comme dans la vraie vie. Non, elles avaient littéralement peintes fermées. Elles ne bougeaient pas d'un pouce. Impossible de les ébranler. La poignée ne tournait même pas. Olive, découragée, poussa un profond soupir. Morton, lui, était debout près de la cheminée. On aurait dit qu'il dormait debout. Mais non, Morton n'avait pas besoin de dormir. Il lui tournait le dos, penché sur ce qu'il avait entre les mains. Olive dut regarder par-dessus son épaule pour voir ce qu'il y avait. C'était une photographie. Petite, en noir et blanc, dans un cadre en argent. Il l'avait prise, parmi d'autres, sur le manteau de la cheminée. Olive l'examina, avec un frisson. Elle reconnut le portrait d'Aldous McMartin, qu'elle avait trouvé dans la commode de la chambre lavande, tout près du tableau. Juste à côté, il y avait la photo d'une jolie petite fille, à l'expression mauvaise, debout entre deux adultes à l'air sotte. Annabelle et ses parents à tous les coups. Les autres photos étaient celles des gens qu'Olive ne reconnut pas. La photographie que Morton tenait en un autre portrait de famille, datant de 1910 ou 1920. Les hommes portaient des bretelles, tandis que les femmes arboraient des cols carrés
ornés de rubans contrairement aux autres personnages photographiés. Ils avaient tous le sourire aux lèvres. Les parents rayonnaient, se tenaient derrière une adolescente et un petit garçon. La mère avait de grands yeux très doux, joyeusement plissés par son sourire. Le visage du père était rond et amical. La jeune fille avait un visage lisse et anguleux. Son sourire était un peu figé, comme s'il avait été conservé au frigo. Elle rappela quelqu'un à Olive. Mais c'est le petit garçon qui retint son attention. Le visage rond et pâle, les cheveux ébouriffés, si blonds qui semblaient blancs, et, pour une fois, il ne portait pas de chemise de nuit. « Mais, c'est toi » s'exclama-t-elle. Morton ne réagit pas. « C'est ta famille ?» Il hocha la tête. « Waouh !» fit Olive. Silencieux, ils étudièrent les visages gris un peu passés. Ça devait être juste avant. Enfin, regarde, tu n'as pratiquement pas changé, sauf les habits. Morton dévorait la photographie des yeux. Olive se tourna doucement vers lui, essayant de lire son expression. Sais-tu ce qui leur est arrivé, Morton? Te souviens-tu de leur nom? Maman et papa, murmura-t-il. Non, de leur vrai prénom, insista Olive. Comment les appelait-on? Si tu arrivais à te souvenir, tu pourrais peut-être découvrir ce qui leur est arrivé. Le front de Morton s'irrita. Petit à petit, la tristesse envahit ses traits, fronçant ses sourcils, faisant tomber les coins de sa bouche. Plissant ses yeux, son visage parut se chiffonner comme une plante qui se fanerait en accéléré. « Je veux rentrer chez moi, » dit-il, le menton enfoui dans la poitrine. « Je sais, » dit Olive. « C'est pour ça qu'il nous faut le livre. Si on met la main dessus, on découvre ce qui est arrivé à ta famille, on pourra... » Non, l'interrompit Morton, le menton toujours baissé. Je veux juste retrouver ma maison. Oh, d'accord, dit Olive qui recula, s'efforçant de dissimuler sa déception. Je peux la garder? Dit Morton, en montrant la photographie, le regard arrivé au sol. Bien sûr, peut-être que ça te rafraîchira la mémoire. En remontant le couloir jusqu'au tableau de Union Street, ils étaient plus calmes et pensifs que jamais. « Tu veux m'aider à continuer à chercher demain ?» demanda Olive à Morton, au moment où il saisissait la queue d'Hervé. Morton haussa les épaules sans lever les yeux. Olive les vit disparaître dans le cadre. Puis, elle regagna sa chambre et se mit au lit. Ses rêves cette nuit-là furent pleins de livres qui flottaient vers elle, tels de grands oiseaux amicaux, avant de lui glisser entre les doigts et de s'envoler au loin. Fin du 7e chapitre.